Alors, dans ce fameux indice IDH, indice du développement humain, en un an, la Côte d'Ivoire est passée de 159e à 166e sur 193 pays. Ce sont des chiffres officiels, incontestables, fournis par l'État de Côte d'Ivoire lui-même. Nous sommes donc dans les 30 derniers pays du monde. Nous avons reculé de 7 places en un an. Il faut que dans chaque région, il y ait une université et un CHU. C'est comme votre fils ou votre fille qui va à l'école. Au premier trimestre, il a 11 de moyenne. Mention passable, observation, et il est 10e. Mais à la fin de l'année, l'enfant a tellement travaillé qu'il a 13 de moyenne, mention bien, sauf qu'il est 15e, et vous le blâmez parce qu'il est 15e. Alors qu'il a progressé, qu'il est passé de 11 de moyenne à 13 de moyenne. Il y a un sujet qui a cristallisé l'attention, comme on le voit dans les vidéos ces derniers jours sur le champ politique, c'est le sujet de l'IDH, donc Indice de développement humain. Donc je sais pas comment est-ce que tu voudrais qu'on aborde ce sujet. On pourrait l'aborder en répondant à 3 questions que j'identifie. Déjà, comprendre ce qu'est l'IDH. Ensuite, est-ce que sa critique est pertinente pour évaluer la politique d'un gouvernement? D'accord. Et enfin, essayer de voir les limites de l'IDH. Ok, je pense que ça me va. On peut aller sur ça. Je suis Paul-Antoine et je discute avec Paul-Auguste de Paul à Paul. Pour commencer, je vais te demander de définir l'IDH. Pour qu'on puisse tous comprendre comment ça fonctionne et puis s'y retrouver avec une base commune. Ok. En fait, ce qu'il faut comprendre dans l'IDH, c'est un indice composite qui a été développé par le PNUD, donc le Programme des Nations Unies pour le développement, et qui cherche à capter le développement humain d'un pays. Donc, entre guillemets, un peu par opposition au PIB, mais c'est un indice qui est très simple en fait, qui est composé de 3 éléments. Donc, le premier, c'est l'indice de santé, donc qui est basé nécessairement sur l'espérance de vie. Donc, de savoir pour une personne qui est née dans un pays donné, à quel âge il peut espérer mourir. C'est vrai que c'est bizarre de le dire comme ça, mais combien de temps il peut espérer vivre? Voilà, ça, combien de temps il peut espérer vivre exactement. Et le deuxième, c'est un indice d'éducation, donc c'est pareil en 2 volets. Tu as une première partie qui est le taux d'alphabétisation, donc combien de populations adultes savent lire, écrire, compter. Et tu as une autre partie qui est la durée moyenne de scolarisation, donc depuis le primaire jusqu'au cycle universitaire. Et tu as un dernier qui reflète en fait le niveau de revenu. Donc c'est le revenu par habitant en parité de pouvoir d'achat. C'est un peu compliqué, mais en gros, statistiquement, c'est juste un moyen d'égaliser et de permettre la comparabilité entre les pays en tenant compte de la monnaie et des différents pouvoirs d'achat des pays. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre en réalité. C'est pas plus que ça. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est la santé, l'éducation et le pouvoir d'achat, le portefeuille des gens. D'accord. Et en Côte d'Ivoire, bon, de ce que j'ai vu, c'est que on a un indice de développement humain en 2022 à 0,534, ce qui nous classe à la 166e place. Et en 2021, d'ailleurs, on était à 159e place. Donc, on a perdu quelques places en une année, ce qui était décrié par l'opposition. Et ça nous classe aussi dans la catégorie des pays à IDH faible. Parce que dans l'IDH, il y a 4 catégories. Il y a les très élevés avec la Suisse, un IDH élevé, un IDH moyen et un IDH faible. Donc, nous, on est dans les 30 derniers IDH faibles, ce qui peut justement être alarmant pour des analystes ou des Ivoiriens qui s'inquiètent. Surtout pour l'opposition. Du niveau, mais pour tout le monde, qui s'inquiète du niveau de vie des gens. Et d'ailleurs, par rapport à cela, en termes de comparaison, j'ai un petit graphique
qui montre l'évolution de l'IDH parmi certains pays de la CEDEAO, la plupart des pays de la CEDEAO, entre 1990 et 2022. Pour comprendre comment est-ce que ça a évolué, où est-ce que nous nous situons par rapport à ça, quelle est la performance tu veux me donner de notre pays. de l'eau au moulin. Donc, on va regarder ça et puis ensuite on pourra vraiment continuer la discussion autour de l'IDH. Donc ici, le graphique qui montre l'évolution de l'IDH de 1990 à 2022 dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, on a le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Sénégal, le Togo et le Nigeria. Donc, en 90 et 2000, comme vous pouvez voir, le Nigeria n'est pas classé parce que les données ne sont pas disponibles. Le Burkina également, en 90, n'est pas classé. Bon, ça, c'est pas grave, c'est juste pour expliquer pourquoi la courbe est comme ça. La Côte d'Ivoire, concentrons-nous sur la Côte d'Ivoire, était deuxième parmi les pays classés en 1990. Et on voit que en 2022, elle se classe quatrième après le Ghana, le Nigeria et le Togo. Donc ça montre que comparativement à nos pays voisins, on a une performance qui s'est dégradée au fil des années. On a perdu 2 places. Ça montre aussi, parce qu'il faut être juste, que globalement, le niveau de l'IDH dans la plupart des pays, sauf on voit que le Mali, même le Mali en 90 et 2022 a progressé, mais on voit que sur 2010 à 2022, la dernière décennie, il a eu une petite... c'est un peu stagnant, quoi. C'est ça stagne un peu, donc ça montre aussi qu'il a connu ces dernières années avec les terroristes. Et après, je vois aussi que, tu vois, pour la Côte d'Ivoire, de 2000 à 2010, tu vois que, en fait, c'est le seul pays dont l'IDH décroît. Et c'est peut-être lié, enfin, je ne sais pas, mais c'est peut-être lié aux différentes guerres et crises qui ont eu lieu. Mais tu vois que pour tous les pays, en 2000 et 2010, il y a une progression. Sauf pour la Côte d'Ivoire, qui est quasiment, égale. Oui, on retrouve en fait le même phénomène que connaît le Mali, c'est-à-dire, en période de crise, l'IDH, bon, ça se comprend, n'évolue pas, voire régresse. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, et qu'on a compris ce qu'est l'IDH et dans le vif du sujet, où la Côte d'Ivoire se situe. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que l'IDH, en effet, qui est déjà faible. Donc, ça signifie que, en termes de tout ce que tu as dit, hein, éducation, santé et revenus même des habitants, on est encore loin des objectifs qu'on se fixe tous, que ce soit le gouvernement en place ou même les gens dans l'aspiration, rêvent d'atteindre, c'est-à-dire une bonne santé, une bonne éducation pour leurs enfants, et puis de bons revenus pour pouvoir s'épanouir et puis se réaliser. Et dans cette dynamique-là, le gouvernement a fait des efforts, c'est vrai, des infrastructures ces 15 dernières années, routières, dans l'école, des centres de santé, etc., pour essayer de rapprocher tous ces services-là des populations et leur permettre de pouvoir mieux vivre. Mais ce qu'on constate toujours, c'est que le taux d'alphabétisation est encore à 54%. Oui. Donc la population est encore majoritairement analphabète. Au niveau de la santé, on se rend compte encore que il y a énormément d'histoires qui reviennent sur des personnes qui, dans des localités à l'intérieur du pays, n'ont pas pu se soigner et ont dû faire des longues distances pour trouver des centres de santé où elles ont eu les soins adaptés à leur souffrance. Et au niveau du revenu, pareil. Les gens partout se plaignent du niveau de vie, de la cherté de la vie sur les marchés, dans les transports, le logement, etc. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire sur ce point. Et l'opposition fait bien de mettre l'accent là-dessus parce que c'est effectivement un angle d'attaque pour elle et un chantier qui reste à adresser pour le gouvernement en place ou pour les prétendants à la présidence de la République. Okay, moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. Enfin, oui, je suis d'accord sur le constat que tu présentes. Mais sur le fond, j'ai quelques doutes parce que je pense vraiment que, tu vois, l'IDH, c'est pas l'alpha et l'oméga. C'est pas ce qui est censé définir directement le développement d'un pays. Quand on regarde la vidéo qu'on a pu voir au début, le porte-parole du gouvernement parle
de sujets d'électrification et d'adduction d'eau potable. Donc tu vois que c'est des paramètres, par exemple, qui sont pas pris en compte dans l'IDH. Donc ça veut dire que en fait c'est un indice qui a été développé de façon un peu globale, on va le dire, pour l'ensemble des pays, mais peut-être que pour ces pays-là, il y a pas vraiment de sujet d'électrification. Tu vois que il y a peut-être pas de sujet d'hydraulique. Alors que pour nous, on est passé, tu vois, aujourd'hui, on a une électrification à 90%. On a un taux d'adduction qui a été multiplié de 2011 à 2022, qui a été multiplié par 2,5, 2,6. Donc c'est une progression qui est notable, mais qui n'est pas captée, par exemple, dans l'IDH parce que ça a été défini d'une certaine façon. Donc à mon avis, c'est vrai que c'est un moyen d'attaquer le pouvoir en place, mais ils se défendent bien en disant que ça ne capte pas forcément la réalité de ce que les gens vivent pour l'instant, enfin du moins sur la progression de l'indice. Ça c'est mon avis sur la question. En fait, ce que tu dis, c'est que l'IDH est imparfait comme indice. Oui, parce qu'il ne va pas forcément aller mesurer toutes les possibilités d'avancer en fait pour un gouvernement et surtout pour nous en fait, de bien-être d'une population. Ouais. Mais quand tu parles d'électrification et d'adduction d'eau potable par exemple, moi ce que je comprends dans l'IDH c'est que il définit les objectifs, parce que comme le porte-parole du gouvernement disait, c'est que cela contribue à avoir des centres de santé qui sont opérationnels, à avoir pas que des gens qui ne vont pas tomber malades parce qu'ils n'ont pas accès à de l'eau potable. Donc finalement, l'objectif de tout ça, de ce que tu viens de dire, c'est d'avoir des gens en bonne santé, des gens qui vont à l'école dans des classes éclairées, etc. Ouais. Et des gens qui ont un revenu qui leur permet de vivre décemment. Je suis d'accord. Donc l'IDH reste quand même là une mesure qui te dit où est-ce que nous en sommes en termes de partage des richesses, de bien-être global dans la population. Donc venir prendre d'autres arguments qui sont en fait des moyens pour arriver à ce but qu'est le bien-être de la population. Le bien-être de la population, là en fait tu le dis bien. Par exemple, l'électrification n'est pas directement liée je sais pas, au niveau de revenus d'un pays. Ça peut l'être. Peut-être qu'il y a des corrélations qu'on pourrait trouver. Mais pour moi, c'est des éléments qui sont qui sont très importants pour une population et qui doivent être pris en compte dans ce qu'on appelle le développement pour nous. Mais justement, la question qu'on peut se poser, c'est l'électricité pour faire quoi? Pour s'éclairer. Oui. Pour aussi faire fonctionner des machines. Pour faire tourner des usines. Donc tout cela, en fait, ça revient à, par exemple, les usines, c'est quoi? C'est la production. Oui. Que ce soit des produits alimentaires ou pas. C'est aussi de l'emploi. Oui. Une usine. Donc tout ça, ça rentre en fait dans ce qui va alimenter un IDH qui s'améliore. Okay. Donc ce que le gouvernement répond, c'est que nous avons mis en place des mesures, oui. Nous avons fait des investissements qui vont permettre à terme, et qui permettent, parce que l'IDH, ce qu'on dit, c'est que ça monte, mais le classement de la Côte d'Ivoire régresse par rapport aux autres. Donc on évolue, mais moins vite que les autres. Donc ça contribue, mais ce que nous on a droit d'attendre en tant que citoyens ivoiriens, c'est que ça évolue beaucoup plus vite pour que toutes les personnes qui aujourd'hui sont en souffrance, sont laissées pour compte, puissent vite atteindre un niveau de vie décent et digne pour elles et leurs enfants. Moi, je pense que ce qui serait pertinent de regarder, en fait, d'avoir une discussion sur le sujet, c'est de savoir pourquoi est-ce que la population n'arrive pas à percevoir dans le quotidien les effets de cet IDH qui croît. Pour moi, c'est un peu ça la question. Et je ne sais pas si tu veux... Qu'est-ce que l'argument dessus? Alors, sur cette question, ça va m'amener à nuancer un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'IDH. Parce qu'en effet, je trouve que c'est un bon indice pour évaluer comment une société progresse et comment est-ce que les gens peuvent bien s'y sentir. Mais il y a quand même des limites parce qu'on parle de moyenne statistique qui ne permet pas de refléter les inégalités qu'il peut y avoir. Par exemple, quand on parle du PIB, qui est l'un des 3 critères qui est pris en compte dans l'IDH, on nous dit le revenu moyen par habitant
en parité de pouvoir d'achat. Alors, il y a l'exemple très connu qui revient souvent, une blague qui dit que lorsqu'un milliardaire entre dans un bar, en moyenne, tout le monde est millionnaire. Voilà. Donc, il y a un peu ça dedans. C'est que, on prend une moyenne, on dit qu'elle évolue, mais elle ne dit pas comment est-ce que c'était réparti, cette richesse qui est créée est répartie. Ouais, je suis d'accord. Et en Côte d'Ivoire, ce qu'on remarque, comme dans beaucoup de pays en développement émergent, c'est que généralement la croissance vient avec son lot d'inégalités. Oui. Donc, plus le PIB augmente dans les premiers temps de l'émergence, plus une classe précise s'accapare la plupart des bénéfices de ce PIB qui augmente, et ça crée donc une classe moyenne ou aisée qui est vraiment dans la mondialisation, qui vit bien, qui a accès à des produits à peu près le même niveau de vie que dans d'autres pays occidentaux, etc., qui sont déjà développés. Mais on a quand même beaucoup de laissés pour compte, qui sont la main ouvrière vraiment de ce système-là, et qui fait que ces personnes-là, qui sont les plus nombreuses, vont te dire, d'accord, vous nous parlez de PIB, d'IDH qui augmente, ouais. Mais moi, je vois pas mon niveau de vie changer. Au contraire, ouais. Parfois, il se détériore, parfois. Donc, c'est aussi de là que peut venir cette complainte légitime des gens qui disent, nous sommes dans un pays qui a beaucoup de richesses, mais nous n'arrivons pas à en voir la couleur de notre vie quotidienne, au marché, le panier de la ménagère, etc. Donc, pour moi, c'est ça l'IDH. Comme tous les agrégats et les indices qui sont utilisés par les économistes, il faut en comprendre l'essence, il faut aussi en comprendre les limites, les points d'ombre. Où est-ce qu'ils n'arrivent pas à éclairer les sujets. Donc, pour moi, c'est la raison pour laquelle les gens continuent de dire on ne sent pas l'évolution du pays, le progrès, malgré tous les chiffres mirobolants, les performances qui sont vraies, hein, mais qui sont pas quand même perceptibles dans le quotidien des gens. Sur cet aspect, moi, j'ai une autre approche, enfin, à deux volets. Donc, le premier, c'est-à-dire que, en fait, il faut bien comprendre que c'est un chiffre statistique. Donc, comme tout chiffre statistique, parfois, c'est des chiffres qui n'arrivent pas à capter totalement la réalité de ce qui se passe. Par exemple, si on prend l'aspect indice de santé, on sait que c'est l'espérance de vie et l'espérance de vie à la naissance. Comment est-ce que ça se calcule? C'est simplement, on va regarder chaque âge et on va dire par exemple à 0,1, combien y a-t-il de personnes qui sont mortes? À 1 an, combien y a-t-il de personnes? 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de personnes. Et si tu vois ce chiffre-là, par exemple, on sait que c'est une pratique sociale qui est assez courante chez nous, où les gens ne font souvent pas de déclaration de décès, d'acte de décès. Donc, par exemple, c'est quelque chose qui peut venir biaiser les chiffres, puisqu'on ne sait pas qu'il y a des personnes qui sont décédées. Et ça, par exemple, ça peut modifier l'espérance de vie et donc modifier l'IDH, finalement. Aussi, sur l'aspect revenu, on sait que il y a une grande partie, en fait, de notre économie qui est informelle. Donc, parfois, on n'arrive pas à capter totalement la richesse qui est créée par l'économie. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut venir, par exemple, réduire le revenu national brut par habitant et aussi, enfin, par ricochet, l'IDH. Et il y a un autre élément, donc, qui est le deuxième, c'est que, en fait, l'IDH n'est pas le seul élément qu'on peut prendre pour regarder, on va dire, l'aspect développement humain et social. Il y a aussi ce qu'on appelle l'indice de Gini. Et pour ça, on a un graphique, en fait, que je peux te présenter là maintenant. Ici, on a une présentation de l'indice de Gini pour les différents pays. Mais d'abord, je vais préciser ce que c'est. En fait, c'est un indice qui va permettre de regarder la répartition, enfin, la distribution des revenus par rapport à la population. Donc, tu parlais tout à l'heure du fait que il y a une croissance, mais qui ne soit pas captée par toutes les classes ou toutes les couches de la société. Et l'indice de Gini, c'est quelque chose qui peut nous permettre d'approximer, dans un sens, cette réalité-là. Donc, on le voit, il y a des pays qui sont fortement en rouge. Donc, ça, c'est les pays où l'inégalité est très forte. Donc, on voit l'Afrique australe, le Brésil, la Turquie, etc. C'est des pays où l'inégalité est très forte. Et là, tu vois la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est quand même à un niveau qui est assez médian.
Donc, comparable à des pays, par exemple, comme la Chine, comparable, je sais pas, à des pays comme le Nigeria. Donc, on voit que c'est vrai qu'il y a une croissance, mais tu as un indice de Gini qui est relativement médian. Donc, ça veut dire que, n'en déplaise à ce que beaucoup de gens disent, tu as quand même une répartition de la richesse en Côte d'Ivoire qui est quand même assez effective. Donc, ça, par exemple, c'est pas capté par l'IDH, mais on peut le percevoir sur ce graphique-là. Le commentaire que je voulais faire par rapport à cet indice de Gini, c'est que, en effet, là, il nous montre une Côte d'Ivoire où le revenu est de façon modérée, est réparti plutôt modérément. Ce qui ne dit pas, c'est qu'on est dans une économie en Côte d'Ivoire qui est majoritairement informelle. Donc, les statistiques qui sont prises en compte pour faire ce calcul, par définition, l'économie informelle y échappe. Et je pense que c'est ce qui va expliquer pourquoi beaucoup de gens vont quand même se sentir à l'écart de la croissance économique que le pays connaît depuis 15 ans. Donc c'est pour ça que ce soit l'indice de Gini ou l'IDH ou le PIB, ce sont tous des indices qu'il faut comprendre dans leur mécanisme, et il faut nuancer avec les réalités de chaque pays par rapport à comment est-ce que c'est calculé. Et pour compléter d'ailleurs cette analyse, il y a un prochain graphique que j'aimerais commenter, qui lui va comparer le PIB de la Côte d'Ivoire et son IDH entre 1990 et 2022. Ok, allons-y. Donc sur ce graphique, on voit comment le PIB en bleu et l'IDH en orange ont progressé. Donc c'est les taux de croissance par décennie. Donc décennie entre 90 et 2000, le PIB a augmenté de 35%, l'IDH de 6%. Entre 2000 et 2010, 55%, IDH 3%. 2010-2022, intéressant. PIB 48%, IDH 12%. Donc déjà, le premier commentaire, c'est de voir la différence de croissance entre l'IDH et le PIB. Le PIB croît beaucoup plus vite que l'IDH ne le fait. Oui. Et donc, ça signifie, ça montre bien pourquoi fort taux de croissance n'est pas forcément égal à grande amélioration de la vie des populations. De l'IDH. De l'IDH et de comment est-ce que ce PIB peut se retranscrire dans le niveau de vie des gens. Deuxième commentaire, c'est de voir que effectivement l'IDH a baissé entre 2000 et 2010. Donc ça montre aussi que pendant la période où la Côte d'Ivoire a connu la crise militaro-politique, le PIB, lui, il a pu continuer de progresser parce que il va se baser sur des échanges, des valeurs ajoutées. Donc, naturellement, il peut progresser même en période de crise. Par contre, l'IDH, c'est-à-dire comment est-ce que la population peut le ressentir. C'est son espérance de vie, justement en période de guerre, l'espérance de vie va prendre un grand coup. La scolarisation, le pays étant coupé en deux, il y a beaucoup de personnes où on n'avait même plus accès aux données statistiques sur l'éducation, enfin la scolarisation des enfants, etc. Donc tout ça va contribuer à avoir un IDH très 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 faible sur la période, tandis que le PIB, bon lui finalement il a quand même continué son ascension. Pareil pour 2010-2022 où il croît de 48%. Et l'IDH, cette fois-ci, croît de 12%. Donc, on revient maintenant dans une phase où, après crise, après instabilité politique, les Ivoiriens peuvent maintenant profiter de leur croissance accumulée toutes ces années. Okay. Mais il faut dire aussi que, je pense, à la décharge du parti au pouvoir, je pense que c'est, en fait, c'est un peu plus simple de faire 35% à 55% quand tu as déjà atteint un certain niveau de seuil que d'avoir une progression qui est encore plus élevée. Puisqu'en fait, c'est comme si... À la décharge, c'est-à-dire, c'est comme si tu as atteint une forme de seuil. Tu vois, c'est passer de 35% à 55%. Si tu veux encore augmenter, ça veut dire que le niveau de PIB va devoir augmenter beaucoup plus qu'il a augmenté ici pour pouvoir continuer à progresser. C'est ce que je veux dire. Donc,
comme 55% à 48%, je trouve que c'est quand même une avancée qui est notable. Et effectivement, un indice qui va permettre d'attirer l'attention de tout le monde et aussi de permettre aux gens de concentrer leurs efforts sur qu'est-ce qu'on met en œuvre pour que la croissance que le pays connaît, les politiques qu'on met en place profitent à l'amélioration des conditions de vie des populations, ce qui est le but ultime de tout gouvernement. Donc, on est dans une surenchère maintenant entre l'opposition qui tente d'accéder au pouvoir et le pouvoir qui tente de se maintenir, d'être le plus pertinent possible sur les propositions qui sont faites concrètes pour que les populations puissent sentir dans leur quotidien la croissance du pays. Donc, pour moi, finalement, cette discussion-là entre pouvoir et opposition est pour une fois purement bénéfique pour la population. Moi, je pense que sur ce point-là, je suis d'accord, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudra regarder sur un aspect un peu plus, je veux dire, programmatique. C'est-à-dire, et à mon avis, la question de savoir si l'IDH c'est pertinent ou pas, ça pose d'abord la question de savoir qu'est-ce qu'on définit comme développement. Et je me rappelle que je lisais un article des Échos récemment où on titrait le Mexique veut devenir veut rentrer dans le top 10 des économies mondiales. Tu vois, ça c'est une stratégie qui a été définie par le Mexique qui veut que son PIB soit parmi les top 10 du monde. Donc ça c'est une stratégie. Donc pour moi, tout part d'abord de ce qu'on définit comme développement et quelle est la stratégie qu'on met en place pour arriver à ce développement-là. Parce que si tu prends les pays qui ont le meilleur IDH, par exemple, la Suisse, la Norvège, en général, les pays scandinaves, c'est pas les pays qui ont le PIB le plus élevé. Donc, pour moi, ça veut dire que ça part d'une stratégie délibérée du gouvernement de se dire, nous, on se concentre sur tel aspect, ou nous, on se concentre sur tel autre aspect. Donc, je pense que c'est le travail aussi des universitaires, des chercheurs, du gouvernement, enfin, de toute la classe politique, de partir d'abord d'une stratégie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut atteindre? Est-ce que c'est un IDH fort qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche in fine? Pour moi, c'est ça, la véritable question qu'on va se poser, et au fur et à mesure, on pourra mettre en place les stratégies idoines pour atteindre nos objectifs. Donc, on arrive au terme de notre discussion. On voudrait vous remercier de nous avoir suivis. Notre première vidéo a fait plus de 1200 vues sur YouTube. Franchement, on était... Félicitations. Ouais. Franchement, on était très contents pour ça. Merci pour le soutien, pour nos amis, pour nos familles, etc. Merci à tous ceux qui nous suivent et on vous encourage à liker, à vous abonner, à partager et aussi à participer à notre discussion en commentaire sur l'IDH. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez surtout pas. Et c'était Paul Auguste et j'ai discuté avec Paul Antoine de Paul à Paul.